Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici les titres de l'actualité. À la une, Covid-19, la Guinée renforce ses dispositifs sécuritaires. Des barrières sanitaires encerclent le ministère du Budget. C'est en réaction à la détection d'un cas confirmé de Covid-19 sur un cadre de ce département. Insécurité à Conakry, saisie d'armes de guerre sur un présumé groupe de trafiquants. Ce groupe est composé de militaires et de civils. Mois de mars, mois de la femme, ce soir nous mettons en exergue le travail des femmes orpailleuses de Sigiri. Ces braves dames rivalisent avec les hommes dans l'exploitation du précieux métal. Voilà pour les titres encore une fois. Bienvenue à tous. Covid-19, une affaire de tous. En Guinée, les mesures de sécurité se renforcent de plus en plus. C'est le cas au ministère du Budget qui se trouve encerclé par des barrières sanitaires. C'est suite à la détection d'un cas confirmé de coronavirus sur un cadre de ce département. Et depuis cette nouvelle, le personnel non essentiel est prié de rester à la maison pour les 14 jours à venir. Le service minimum est assuré. Des précisions avec Mamadi Gassama. Ce n'est pas un confinement encore, mais les cadres du ministère du Budget observent actuellement les dispositifs sanitaires stricts édictés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. C'est après la confirmation d'un cas de Covid-19 le 20 mars dernier. L'homme actuellement admis au centre d'isolement de Nongo rentrait de France. Quand cela s'est passé, et nous avons été informés. Immédiatement, nous avons commencé à remonter, à savoir quand est-ce qu'il est venu au bureau après son voyage. Et c'est avéré que le monsieur en question, il est passé dans les locaux ici le mardi 17 et il est passé dans certains bureaux. Mais heureusement qu'il avait trouvé que des mesures de sécurité sanitaire étaient déjà en place au ministère du département. Non seulement le lavage des mains, 2, la prise de température, de la sorte que lorsqu'il a fait toutes ces obligations, passé dans les bureaux, les gens avaient cessé de se serrer les mains depuis très longtemps. Et c'est ce qui a fait que lorsqu'il est venu, les gens, et en tout cas ma connaissance, n'ont pas accepté de lui serrer la main pour se saluer. Même entre nous ici, on ne se serre pas les mains depuis très longtemps. En date, seul le personnel essentiel assure le service minimum. Le reste des cadres et travailleurs est invité à rester à domicile pendant 14 jours d'observation. En ce qui concerne les contacts, tous ceux qui ont été un peu proches de lui ont été identifiés et les numéros ont été communiqués. Ils sont à domicile. Et les températures sont régulièrement relevées, ils ont des thermomètres et communiqués à l'Agence nationale de surveillance. Ils sont à domicile pendant 14 jours pour la surveillance. Tout le personnel qui est réquisitionné pour le travail est dans les conditions de sécurité absolue. Aujourd'hui, c'est les bavettes qu'on porte, c'est des gants qu'on porte pour toucher les dossiers, c'est des distances absolues qu'on observe par rapport au traitement des dossiers. Et les réunions sont presque limitées, nous travaillons à travers les mails et les téléphones. Et pour des cas extrêmes, c'est les distances de 2 mètres autour d'une table avec des protections pour le travail. L'accès de l'enceinte de ce département, qui grouille habituellement de monde, est depuis limité par prudence sanitaire après désinfection totale des lieux. La mesure est élargie au ministère de l'économie et des finances. Et puis, conformément au communiqué du gouvernement annonçant la fermeture des écoles jusqu'à nouvel ordre, pour des raisons de prévention, à Dinguiraï, les élèves sont restés à la maison ce mercredi. Beaucoup d'entre eux respectent cette décision, mais par contre préfèrent organiser des groupes de révision pour maintenir le rythme normal des cours. Du côté de la population, l'erreur à la sensibilisation. Abdul Karim Kamara, depuis Dinguiraï. À ce jour, dans la préfecture de Dinguiraï, aucun cas de coronavirus n'est encore notifié. Mercredi matin, au lieu d'une reprise des cours, les écoles sont restées fermées suite au communiqué du gouvernement. Cependant, au lycée-collège El-Hadj Martal, Adrien et ses amis ne désarment pas. Ils sont déjà dans l'esprit des cours de révision en groupe. On se préparait pour se rendre aujourd'hui à l'école.
Malheureusement, on a attendu à la télé que les petits congés donnés ont été prolongés. Donc nous, les élèves de la 8e année, on a essayé d'organiser un cours de révision. Nous sommes venus pour faire les révisions ici, mais le coronavirus là, on nous a dit que 50 personnes ne doivent pas être réunies, mais nous, on a accepté de venir parce qu'on connaît, nous sommes au nombre peut-être de 15. De 15 personnes, nous sommes venus pour faire la révision. Si certains élèves organisent ces cours à l'école, d'autres le font à leur domicile. Au quartier Kouroula, un groupe de futurs bacheliers anticipe les choses dans les programmes. Nous sommes obligés de nous rendre à la décision, mais cela ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, car nous sommes là, comme vous le voyez déjà, nous travaillons dans notre coin, comme s'il était en temps de cours normal. Donc j'appelle ici, je lance un appel aux autres élèves de la République de Guinée de ne jamais croiser les bras, car on ne sait jamais. Peut-être dans 1 ou 2 semaines, ça va trouver que l'État a trouvé une solution. Au constat de notre équipe, pas assez de dispositifs préventifs dans les lieux de regroupement. Par contre, à l'hôpital préfectoral, des kits de lavage de mains sont placés à mains endroits. Cette journée est d'ailleurs mise à profit par les fils de Dinguiraye de se retrouver. La sensibilisation au sujet du Covid-19 est à l'ordre du jour. Vraiment, depuis que j'ai appris ça, vraiment c'est très triste pour le monde entier et surtout la Guinée, plus précisément à Dinguiraye. À Dinguiraye aujourd'hui, on demande à tout le monde de laver ses mains et savoir exactement aussi, c'est une sale maladie, c'est une maladie qui est vraie. Parce qu'ici, les gens ne savent pas si c'est vrai ou faux. Donc ce que je demande aujourd'hui à tout le monde, tout Dinguiraïka, de ne pas donner sa main à une autre personne. Certaines négligent, des fois certaines ne négligent pas, parce que depuis qu'on a lancé cette campagne à la radio rurale, donc les gens commencent à s'en méfier. Au niveau de la population, comme je fais les émissions à la radio, c'est agir sur 3 points. Il faut informer la population que réellement cette maladie existe, parce que c'est là le plus difficile. Il faut que les gens croient, qu'ils acceptent que c'est quelque chose qui est réel. Il faut donner des informations simples pour inciter le citoyen à comprendre quels sont les moyens par lesquels ce virus peut attraper l'homme. Et parallèlement lui donner les moyens, l'information sur les moyens à utiliser pour éviter cette contamination. Les autorités sanitaires, préfectorales et religieuses de Dinguiraye comptent se retrouver dans les prochains jours. Il sera question de prendre des mesures coercitives dans la prévention contre le coronavirus dans leur préfecture. L'impact du coronavirus est également ressenti dans le secteur du tourisme. Les établissements hôteliers sont frappés de plein fouet. Les activités sont en baisse dans le secteur et les chiffres d'affaires dégringolent. Qu'à cela ne tienne, les dispositifs sécuritaires sont renforcés à tous les niveaux pour rassurer la clientèle. Pour s'enquérir de la réalité du terrain, les autorités se sont rendues sur certains sites de Conakry. Ousmane Ba, Mohamed Saléouba. Face à la pandémie de l'heure, des mesures sécuritaires sont prises dans tous les établissements hôteliers de Conakry. À l'entrée de chaque hôtel, des kits de lavage des mains et des thermoflash sont revenus. Le respect des règles est strict. À certains endroits, même des paires de gants et des cache-nez sont distribués. Les autorités encouragent les promoteurs dont les activités connaissent une baisse considérable. Cette visite d'aujourd'hui avait 2 dimensions. La première, c'était d'ordre sanitaire, c'est de s'assurer que dans l'ensemble des établissements hôteliers et les restaurants avaient pris des dispositions en termes de thermoflash, en termes de lavage des mains. Et ça, c'était un aspect. Et l'autre aspect également, c'est d'attirer l'attention des autorités auprès des chefs, notre ministre de tutelle, pour voir quel est l'impact réel aujourd'hui de coronavirus sur nos activités. Et on s'en rend compte que pratiquement tous les hôtels sont vides. Ils tournent en moyenne à des taux d'occupation qui vont de 5 à 15%. À ce jour, le chiffre d'affaires de la plupart des établissements frôle le pire. Au Millennium Suite, sur 70 chambres, seulement 5 sont occupées. De Noum à Sheraton, en passant par Palm Kamaen, Onoma Hotel et Hôtel Emlis,
90% des activités sont au ralenti. Actuellement, on est à 15% de taux d'occupation. Les charges fixes sont toujours là. Les charges fixes, quand je parle des charges fixes, je parle des masses salariales. Un hôtel qui a une masse salariale de 100 millions, ce n'est pas un petit hôtel. D'accord? Les impôts sont là, ils ne diminuent pas. EDG est là. Si on peut prendre des coupes, la caisse est là. Donc il y a toutes ces charges fixes qui sont là. Du fait de la situation du coronavirus, effectivement, l'hôtel est pratiquement en état de fermeture puisqu'on est arrivé à 3-4 chambres d'occupation depuis la semaine dernière et on va arriver à 0 chambre d'ici la fin de la semaine. 187 chambres. Donc c'est une catastrophe effectivement qui frappe tout le secteur hôtelier puisqu'on n'est pas les seuls, on est tous mes collègues sont dans la même situation que nous. Les débiteurs divers que l'État paye ce qu'il doit aux hôtels. Ça, nous avons pris l'engagement de transmettre ce courrier au Premier ministre et c'est tombé dans de bonnes oreilles. Il y a des rapprochements qui sont en train d'être faits entre les ministères concernés. Il y a beaucoup de ministères parce que le plus grand débiteur c'est peut-être le ministère du sport parce que c'est eux qui logent les équipes dans les hôtels. Mais tout ça c'est à voir. Les factures, il faut faire des rapprochements entre eux et les cadres des ministères des Finances et du budget pour que les factures réellement fournies soient payées. Les agences de voyage ressentent aussi les effets de la crise. Emirates, Tunis Air et Dai Voyage ont déjà fermé. D'autres se préparent aussi à suspendre leurs activités le temps que passe la tempête Covid-19. Des dispositifs sécuritaires en renforcement partout dans le pays. À Farana, par exemple, les acteurs sanitaires se sont retrouvés ce mercredi pour définir des stratégies de prévention contre Covid-19. Mais bien avant, nos reporters ont fait un tour de la ville pour s'assurer de la réalité sur le terrain. Asman Toumani Kamara, Silate Kourouma et Amarako Vassouma. À Farana, les mesures préventives du Covid-19 prennent timidement le dessus sur les habitudes sociales. Heureusement, grâce à la Croix-Rouge, des kits de lavage de mains sont visibles à certains endroits publics. Toutefois, de nombreux lieux à grande affluence n'en disposent pas encore, comme la grande mosquée, des structures administratives et les bars-cafés. C'est très risquant. Nous sommes exposés comme ça, sans défense. Avec Ebola, on nous donnait. Il y avait une ONG qui était chargée de ça là. Ils distribuaient les kits. On se lavait régulièrement les mains. On ne payait rien aussi. Dans les principales pharmacies agréées de la ville, les stocks de désinfectants, de produits et autres outils de prévention seront bientôt en rupture. Ce qu'on a quand même à finir, c'est possible même que ça finisse aujourd'hui. Donc dans ces jours-ci, on peut être en rupture. À l'hôpital régional de Farana, un kit de lavage de mains à contenu vide accueille le public et le corps médical à la rentrée. À l'interne, des mesures sérieuses sont prises pour mettre les agents de santé à l'abri d'éventuelles contaminations. Nous accompagnons, nous assurons la protection du personnel ici et les patients et visiteurs qui viennent à l'hôpital. On a toujours la disponibilité en solutions hydroalcooliques que nous produisons nous-mêmes ici depuis très longtemps. Et nous donnons ça, et chaque personnel de l'hôpital a un flacon comme ça dans sa poche, dans sa blouse. Et dans chaque service, il y a des flacons de 500 ml pour les visites, ça c'est ça. Face à la propagation de la maladie à coronavirus, les autorités sanitaires de Farana renforcent les dispositifs de surveillance à tous les niveaux. Pour le moment, dans notre région, nous n'avons pas de cas suspects encore. Parce que tout commence par la suspicion, avant d'aller à la confirmation. Mais la surveillance est là, en place, à tous les niveaux du système de santé, depuis la communauté, relais communautaire. Une importante réunion de santé se tient ce mercredi pour définir les stratégies de prévention contre le Covid-19 à Farana. Même si aucun cas n'est encore enregistré, la menace est réelle. Plusieurs sous-préfectures de la région, dans Farana et Dinguiraye, partagent des limites frontalières avec le Mali et la Sierra Leone.
44, des centaines de munitions, bref tout un arsenal d'armes de guerre. Ils sont saisis sur ce groupe de présumés trafiquants composé de militaires et de civils. Ce, grâce à une synergie d'action entre la gendarmerie et la police nationale, engagée dans la lutte contre le banditisme sous toutes ses formes. Au cours de nos missions régulières, nous avons été avisés de la saisie d'une importante quantité d'armes de guerre par les services de la gendarmerie nationale. Chargés de mener les investigations, les personnes ci-après ont été mises à notre disposition. Il s'agit de l'adjudant Mamadou Saïdou Diallo dit DOS en service au bataillon autonome des troupes aéroportées, BATA, et de M. Samba Ndao, un sujet malien qui vit en Guinée, notamment à Mafanko. À cette occasion, le 6 mars dernier, aux environs de 19h, il a été trouvé sur M. Mamadou Saïdou Diallo dit DOS 5 armes donc de type PMAK, dont 3 à l'état 9, 10 canons de PKM, communément appelé FN, tout est à l'état 9, et 20 caissettes de cartouches. Nous avons mené des investigations et aboutir à ceci auprès de M. Samba Ndao, qui déclarait qu'il est approvisionné en armes et en munitions par certains éléments militaires et que lui, il est chargé de la commercialisation. Et nos enquêtes ont permis de saisir 13 fusils, dont 9 à l'état 9. 2. Les fusils type PKM FM, nous avons trouvé 4 en bon état et 3 autres en pièces. Les 4 en bon état, nous avons différents modèles. Des modèles qui sont montés sur hélicoptères ou sur les navires de guerre et des modèles qui sont des fusils collectifs portés sur des personnes en mobilité. Nous avons continué nos investigations. Des personnes ont été dénoncées, notamment certains militaires qui les livraient ces armes et d'autres qui sont déjà en fuite. Ces personnes qui ont été citées comme étant ceux qui les ont livrés ou les personnes qui les ont livré ces armes ont fait objet d'interpellation et ils ont reconnu effectivement avoir remis ces armes-là à ces personnes civiles et d'autres qui sont militaires. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion de cette enquête? C'est d'appeler la population à la vigilance. Poursuivi pour détention illégale d'armes de guerre et de munitions, ce présumé groupe de trafiquants avoue travailler ensemble depuis plusieurs années. Ils reconnaissent tous les faits qui leur sont reprochés. Ils m'ont saisi 20 caissettes de 7,62 x 39. 7,62 x 39, c'est quoi? C'est quel type de munitions? C'est les munitions de PMAK. Ensuite, 20 canons de PKM avec 5 de PMAK, une boîte santé. Mais moi, j'avais juste un contact qui s'appelait Samba Ndao. Oui. Qui payait avec nous, il envoie à Bamako. Il payait une arme à combien? Moi, il me payait un AK à 2,5 millions. Pour les caissettes de munitions, les 2 caisses, c'était à 1 million. Moi, je le vends à 3 millions. Non, mais les canons, c'est à 300 000. Ça, c'est les canons simples. Mais vous êtes militaire? Je suis militaire. Vous êtes militaire de quel service? Je suis de BATA. C'est quoi BATA? Le bataillon autonome troupes aéroportées. Vous avez quel grade? Je suis adjudant de grade. Monsieur Mamadou Saïdou Diallo dit DOS, est-ce qu'un militaire a le droit de faire le trafic d'armes? Il n'a pas droit, mais mon frère, j'ai failli. Je demande seulement un pardon quand même. J'ai failli. Je demande à la population guinéenne, à toutes, ça c'est une honte d'avoir juste
mon unité entend ça, que soi-disant que je suis dans le trafic. Ça c'est une honte. En cas, Marfankul de Baragnon fait Dovrete ou Marfankul de Marfanko Dovrete. C'est ça, où tu m'as pas ta kaketodi. Trafic. Voilà. Ah, si c'est un minéral. Aïwa Kawa Ilabuna. Pour faire Johnny sur la Ife Ilabuna. Ah, bon. Aïwani, Ambiwani, fait. Lireka. Miye olu k'a bɛɛ ta ka na o jeli a bɛɛ yan a bɛɛ dafa ne yan a tɛ gbɛ la o di a tɛ gbɛ la o di a bɛ ɲɛ yan ne bɛɛ bɛ yan a ye gbɛ la o min ma ka fɔ sa bon n bɔra min kɛ n bɛ arrière kɛ donc n'a di se yafa ma quoi ni bɛ se min fɔ la o ye. Chaque fois qu'intervient un cas de mort par arme, les forces de l'ordre sont toujours pointées du doigt. À travers cette saisie d'armes de guerre, les hommes en uniforme veulent prouver à l'opinion qu'ils ne sont pas les seuls manipulateurs d'armes à feu. D'ailleurs, ces derniers temps, ils sont souvent victimes de tirs avec des armes automatiques de la part des civils. Scrutin du 22 mars dernier. Dans cette
C'est revenu, mais avec des échos. C'est parti encore. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7.